c'est que pour essayer de raison garder, eh bien, si on cherche à avoir une approche réellement historique des débuts de l'islam, eh bien, on est bien en peine de la trouver. Pourquoi est-on bien en peine de la trouver? Même je dirais un musulman raisonnable, un musulman qui a vraiment envie de comprendre, envie de savoir. S'il cherche à comprendre ce qui est à l'origine de ces 1400 ans d'histoire qui aboutissent aujourd'hui aux horreurs qu'on connaît, si il essaie de résister, d'avoir un contre-discours face à ça, eh bien, c'est quasiment impossible à trouver. Pourquoi ? Parce que face à cette lecture délirante qui prend un morceau de Coran censé être la parole directe de Dieu, ce qui aggrave le cas. Dieu parle à travers les versets du Coran. Et si un imam abruti lui dit « je te dis ça parce que le Coran le dit », celui qui entend ça n'aura pas d'argument pour répondre. Il va être bloqué. Dans la mesure où il ne trouvera nulle part une vision historiquement pertinente des débuts de l'islam. Pourquoi ne trouvera-t-il pas cette vision historiquement pertinente ? Eh bien, c'est parce que les débuts de l'islam sont englués dans ce qui est devenu, et ce qui est depuis longtemps, une histoire sacrée. Et cette histoire sacrée n'a pas fait l'objet de la lecture critique qui, dans le judaïsme et dans le christianisme, a fini par réussir à exister de façon souvent violente, de façon souvent difficile, mais qui a fini quand même par exister. Donc, ce que l'on se représente aujourd'hui comme les débuts de l'islam, je dirais que, sauf à introduire un autre paradigme de compréhension, et notamment le paradigme anthropologique, on est quasiment coincé, qu'on soit musulman ou qu'on soit pas musulman. Parce que, là c'est le problème des sources qui va se poser, sur la première période, qu'est-ce qu'on a comme source ? On a un texte qui est le Coran. À part ça, on a quelques inscriptions qui se baladent en Arabie entre le Yémen et l'Arabie occidentale et le sud du Proche-Orient. C'est à peu près des inscriptions très courtes. On n'a pas les tablettes inscrites des Sumériens ou des Babyloniens, on n'a pas tout ça. On a quelques inscriptions, un tel fils de un tel, qu'Allah le protège, ou des trucs comme ça. Bon, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on trouve en Arabie. Et toutes nos sources sur les débuts de l'islam, en dehors du texte du Coran lui-même, on reviendra sur la périodisation, de la stabilisation du Coran, je dirais en un mot, toutes les sources qui nous racontent le passé de l'islam, ce sont des sources qui sont de 2 à 3 siècles postérieurs. C'est-à-dire que ce que les musulmans s'imaginent avoir été des mouvements primitifs, dont ils se réclament aujourd'hui, les sunnites et les chiites, sont des mouvements qui n'existent pas au départ. Le sunnisme, c'est un mouvement qui se met en place progressivement, je dirais, et qui commence à s'officialiser à partir du IIIe siècle de l'islam, le IXe. Vous imaginez, le IXe siècle. Il se met en place où ? Il se met en place dans l'Irak abbasside, et dans une société qui n'a plus rien à voir avec ce qu'avait été la société d'origine. Parce que ce qui est caractéristique, c'est intéressant, et en même temps qui va nous aider à réfléchir, c'est que l'islam a commencé dans un certain milieu, sur un certain territoire, en Arabie. Alors l'Arabie c'est grand, c'est pas n'importe où en Arabie, c'est l'Arabie occidentale. Non. L'Arabie occidentale autour de 2 villes, la Mecque et Médine. La Mecque d'abord, Médine ensuite. Or, la Mecque et Médine, c'est une toute petite partie de l'Arabie. La Mecque et Médine sont séparées par 450 km à peu près.
C'est moins loin à vol d'oiseau, mais il y a un grand chaos de lave basaltique entre les deux qui fait à peu près 300 km de long, hein, et on est obligé de passer par l'est ou de passer par l'ouest. Bon. Donc ces deux villes, c'est là que démarre l'islam, en Arabie occidentale. À la mort de Mahomet, ça va peut-être un peu au-delà de l'Arabie occidentale, mais pas beaucoup plus. La mort de Mahomet, date supposée, puisqu'on n'y était pas, 632. Donc toutes les dates sont problématiques, puisqu'on n'a pas de témoignage d'époque. À la mort de Mahomet, son premier successeur doit arriver aux limites de l'Arabie. Non. Par la suite commencent les conquêtes, qui ne sont pas, ça on aura l'occasion de le dire, des conquêtes musulmanes. Parce que, est-ce que l'islam qu'on connaît existe à ce moment-là? Certainement pas, ça j'aurai l'occasion de le dire. Ce sont des razzias. Des razzias traditionnelles qui, on ne sait pas trop pourquoi, elles réussissent. Et puis, quand une razzia réussit, pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête? Quand vous avez de l'eau dans un verre, vous renversez le verre, l'eau s'arrête quand elle a un obstacle pour l'empêcher d'avancer. Bon, les razzias, c'est ça. Ça se propage de proche en proche, dans la mesure où ils réussissent, ça continue. Bon. Donc, au départ, vous avez une origine dans un milieu très particulier, très fermé, très limité, et 3 siècles après, vous êtes où? Vous êtes dans un empire. Donc, on a changé radicalement, c'est ça qui va nous aider à raisonner, de société. On a changé de terrain, on a changé de société et donc de sociologie. Et donc, les sources qui s'écrivent 3 siècles après, je parle notamment du corpus de la tradition prophétique. Le corpus de la tradition prophétique, son initiateur, c'est un Bagdadien qui s'appelle Ibn Hanbal, qui meurt au milieu du IIIe siècle, de 156 à peu près, quelque chose comme ça. Mais ceux qui sont reconnus comme étant je ne dirais pas les auteurs, puisque l'auteur est censé être Mahomet, ça ce qui est tout à fait problématique. Les paroles de Mahomet, les paroles qu'on prête à Mahomet, c'est qui? Ce sont des Iraniens, et pas des Iraniens proches de l'Irak. Hein. Ce sont des Iraniens soit d'Asie centrale, soit du Khorasan oriental. Khorasan, c'est la partie nord-est de l'Iran, le pays du soleil levant en persan. Soit des personnages de, par exemple, Tirmiz, qui est actuellement, c'est au sud de l'Afghanistan, au sud de l'Ouzbékistan, à la limite de l'Afghanistan, ce sont des gens d'Asie centrale, donc des Iraniens, qui n'ont absolument rien à voir avec le monde de l'origine. Donc on a une véritable rupture. Alors, vous avez ce phénomène très très étonnant. Vous avez un premier corpus, donc le Coran, et un second corpus sur lequel les musulmans s'appuient, qui est constitué 3 siècles après. Vous me direz que ce n'est pas une originalité. Dans toutes les grandes religions, il y a eu comme ça des corpus séparés. Mais étant donné que sur les débuts de l'islam, on n'a pas de documents en dehors du Coran, eh bien, les gens d'après, les musulmans d'après, vont se raconter un passé. Donc, ils vont reconstruire un passé. Et nos braves chercheurs orientalistes qui ont commencé à s'intéresser aux manuscrits à la fin du XVIIIe au XIXe siècle, ils avaient là, un champ de lecture tout près, puisque c'est à la fois le corpus prophétique et l'historiographie qui se construit à la même période, semble nous raconter tout en détail. On nous dit comment se lavait Mahomet, comment il se lavait les cheveux, comment il se teignait la barbe, ce qu'il a dit à ses copains et ou à ses adversaires. Donc on a l'impression d'avoir un film où vraiment tout nous est donné. Et je dirais que nos chers orientalistes se sont largement laissés prendre au piège de cette reconstruction et ont largement cru pendant longtemps qu'on était quasiment dans l'histoire réelle. Donc l'approche critique, non seulement elle n'a pas été faite dans le monde musulman, ça c'est aux sociétés de gérer leur passé.
On ne va pas donner des leçons aux musulmans en leur disant vous avez pas fait d'histoire critique. Je dirais à la limite, c'est leur affaire. C'est dommage qu'ils ne l'aient pas faite, mais c'est leur affaire. Mais que nous ici, on continue à prendre de l'histoire sacrée pour de l'histoire historique, ça pose problème. On ne s'est pas aperçu qu'en fait, on était dans la reconstruction, et quand on est dans la reconstruction, quand on mélange les corpus historiquement, on fait quoi? On fait de l'anachronisme. Et on peut partir dans n'importe quel délire.